peut être l'une des clés du miracle économique promis à l'Angola par son nouveau président, João Lourenço. Ces poissons vont être transformés en farine animale puis exportés à l'étranger. Cette usine est idéalement située à Benguela, au beau milieu des 1600 km de côte du pays, le long de l'Atlantique. On fait 60 tonnes de poissons frais par jour. Ça revient à 12-13 tonnes de farine. Mais l'usine ne tourne pas à plein régime, par manque de matières premières notamment. Si les autorités locales admettent le faible nombre de bateaux, elles répètent le message du gouvernement, la pêche a de l'avenir en Angola. Le secteur de la pêche contribue à l'économie autant au niveau de la province qu'au niveau national. À Benguela, ils sont plus de 13 000 à dépendre du secteur. En première ligne, les pêcheurs eux-mêmes, pour qui le fameux miracle économique se fait attendre. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de poissons. Alors les ventes sont faibles. Le gouvernement mise également sur l'agriculture pour soutenir l'économie du pays. Et il y a urgence. L'Angola tire 70% de ses recettes fiscales du secteur pétrolier. La chute des cours de l'or noir ces dernières années a plongé le pays dans le marasme. Aujourd'hui, plus de la moitié de sa population vit avec moins de 2 $ par jour. Le secteur privé a repris vie au Kenya après des mois de ralentissement suscités par une fin d'année 2017 marquée par une période électorale prolongée et volatile. Selon l'indice PMI de la Stanbic Bank Kenya, les activités de fabrication, manufacture et de services commencent à reprendre leur rythme de croisière. Ainsi, pour le 4e mois d'affilée, la production du secteur privé affiche une hausse et de nouvelles commandes ont été réceptionnées tant au niveau local qu'international. Seule ombre au tableau, la possible hausse de l'inflation qui pourrait se faire sentir dans les prochains mois. À en croire la Stanbic Bank Kenya, la combinaison de l'augmentation de la demande domestique et extérieure avec la hausse des coûts des intrants et la hausse de l'emploi pourrait exercer des pressions qui déboucheraient sur une hausse significative et durable de l'inflation. Une inflation qui est passée de 4,18% en mars à 3,73% en avril, selon les statistiques officielles publiées par le gouvernement kenyan, ce qui représente le taux le plus bas depuis 2013. Pour rappel, l'indice PMI avait atteint 34,4 en octobre 2017, soit la notation la plus basse depuis janvier 2014, contre une autre de 56,4 pour le mois d'avril 2018. Le pays table sur un rebond de la croissance à 5,8% en 2018 contre 4,9% enregistré en 2017. À première vue, un petit insecte inoffensif, pourtant il fait de gros dégâts. En 2 ans, la chenille légionnaire d'automne a conquis le continent et menace la sécurité alimentaire de ses habitants. Officiellement détectée en Afrique de l'Ouest en 2016, elle s'attaque surtout à la culture du maïs. Wycliffe Ngoda est fermier dans l'ouest du Kenya. Il a été fortement touché en 2017. J'ai perdu la moitié de ma récolte, donc ça représente 50% de revenus en moins. Il faut donc trouver d'autres sources de revenus extérieures. En plus, l'année dernière, le prix du maïs était au plus haut. Plus de 200 millions de fermiers et leurs proches dépendent financièrement de la culture du maïs sur le continent, d'où l'inquiétude des scientifiques. C'est l'un des ravageurs de culture les plus meurtriers au monde. Il a la capacité d'attaquer différentes cultures, mais le maïs est ce qu'il préfère. Et le maïs étant l'aliment de base de l'Afrique, il y a une vraie menace de sécurité alimentaire. La chenille légionnaire en état de larve se niche dans la végétation entourant l'épi. Sa durée de vie est relativement courte, 1 mois et demi, mais durant ces 2 dernières semaines, elle se transforme en papillon et peut parcourir jusqu'à 100 km en une seule nuit. Pour riposter, il existe plusieurs solutions dont les pesticides, mais il faut en changer régulièrement car la chenille crée des résistances. Certains utilisent des détergents domestiques ou encore d'autres méthodes plus artisanales. L'année dernière, ils ont utilisé des cendres et ça a fonctionné pour certains. D'autres mettent de la terre dans l'entonnoir de la culture et cela a fonctionné pour certains d'entre eux.
Parce que je pense que ça suffoque, ça étouffe l'insecte. Faute de solution miracle pour éradiquer la chenille, les chercheurs préconisent des semailles précoces et de passer en mode culture alternée pour augmenter les rendements et compenser ainsi les pertes. Le Fonds monétaire international donne une nouvelle fois l'alerte. Dans un rapport rendu public, l'institution explique que l'augmentation massive des mobilisations financières pour les investissements à travers les emprunts obligataires pourrait avoir un effet pervers sur les pays africains. Selon certaines données rendues publiques, les États africains ont émis en 2017 pour 7,5 milliards de dollars d'obligations souveraines, soit 10 fois plus qu'en 2016. Et la tendance semble s'accélérer en 2018. Ainsi, 11 milliards de dollars d'obligations souveraines ont été émis ou devraient l'être uniquement lors du premier semestre 2018. Cette situation a favorisé, selon le FMI, un surendettement de plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne. En effet, environ 40% des pays à faible revenu de cette région seraient en situation de surendettement ou à haut risque, pendant que des dettes libellées en devises étrangères ont progressé de 40% entre 2010 et 2013 et 2017 et représenteraient aujourd'hui 60% de la dette publique totale moyenne de l'Afrique subsaharienne. Autre préoccupation soulevée par le FMI dans son rapport, la hausse des taux d'intérêt moyens qui augmente considérablement le coût de remboursement des emprunts, ce qui pourrait amener plusieurs pays africains à se retrouver dans l'incapacité de rembourser leurs titres émis. Pour éviter tous ces inconvénients, le Fonds monétaire international encourage les États africains à s'appuyer davantage sur les sources de financement durable et à mettre l'accent sur la mobilisation des recettes intérieures. Dans cette marmite sur le feu, Bintou transforme ses graines de mad en confiture. Depuis 10 ans, elle transforme des produits agricoles qu'elle vend sur le marché et dans des boutiques. Mais depuis 1 an, Bintou vend ses mad sur l'Internet. Pour la transformatrice, cela a tout changé. À partir de la vente en ligne, on a trouvé un grand marché large. Et là, nos mad sont partis jusqu'à l'extérieur. Grâce à cet argent-là, on peut acheter du matériel. On peut aussi avoir un fonds de roulement. C'est sur cette plateforme, Soretool, que les mad de Bintou sont désormais vendus dans le monde entier. À 27 ans, Awa Kaba est la promotrice de la plateforme. Son pari, promouvoir les consommés locaux en permettant aux femmes transformatrices d'avoir une grande visibilité. Nombreux Sénégalais achètent désormais leur pâte d'arachide, leur bissap ou encore leur fonio sur la plateforme. On consommait plus des produits importés qui viennent d'ailleurs que des produits transformés ici. C'est essentiellement ce problème auquel en fait, nous avons fait face depuis des années au Sénégal, que nous essayons de résoudre à travers une plateforme digitale qui donne une visibilité aux femmes transformatrices ainsi qu'aux produits locaux transformés. Pour rendre encore ces produits accessibles, Soretool accompagne ses vendeuses à la conquête de leurs clients. À la foire agricole de Dakar, Bintou tient son propre stand. Sa première acheteuse de la journée, Sokna, cherche de la poudre de moringa. Ce sont des produits de qualité avec beaucoup de vitamines et de bienfaits. Si les gens le savaient, on en consommerait davantage. Si on voyait plus souvent ces produits sur le marché, ce serait mieux que simplement à l'occasion de cette foire. Depuis qu'elle a intégré la plateforme Soretool, Bintou a considérablement augmenté ses ventes. Environ 3000 femmes écoulent leurs produits sur la plateforme, un marché virtuel qui a permis aux Sénégalais de consommer local. Permettre aux populations de la capitale économique de pouvoir faire tous les achats pendant les fêtes de fin d'année et de se divertir à un même endroit tout en contribuant à l'animation de la ville. Voilà l'idée centrale qui se cache derrière cet événement baptisé le marché de Noël sous le thème de la famille en fête. Du 14 décembre 2018 au 2 janvier 2019, adultes, jeunes et enfants auront droit à une gigantesque foire d'animation et d'activités implantée sur l'esplanade du complexe de Bépanda dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Près de 700 000 visiteurs sont attendus pendant les 20 jours que durera cet événement, parrainé par la communauté urbaine de Douala.
Les hommes des médias et les entreprises invitées à la conférence de presse ont pu découvrir les innovations de cette 10e édition qui se dit spéciale. Nous avions le Fun City qui est l'endroit ludique qui a grandi et il est passé de 3 000 à 5 000 mètres carrés cette année. Nous avions 100 PME déjà enregistrées grâce à la subvention que notre partenaire principal qui est la communauté urbaine de Douala nous accorde à chaque édition. Les habitants de la ville de Douala sont certes habitués à faire des courses pendant les fins d'année, mais jamais dans un endroit concentré. Le marché de Noël vient donc permettre aux populations de venir à la rencontre des entreprises, des artisans, des producteurs pour échanger sur les produits et les savoir-faire, créer un événement fédérateur au cœur de la ville de Douala dans une ambiance de convivialité en instaurant un vrai dialogue. À l'école internationale de boulangerie, on apprend un métier passion, mais aussi un métier physique et surtout un métier de précision. On va prendre la pâte, hein. On va regarder sa texture, tu vois, là elle se déchire, hein. Quand je fais ça, elle se déchire, donc ça veut dire qu'il manque du pétris. Ces apprentis ont tout plaqué pour apprendre la boulangerie biologique au levain dans cette école du sud de la France, au milieu des collines. Il y a un process qui est assez qu'il faut respecter. Et puis après, quand tu maîtrises bien le process, en fait, c'est vraiment, faut y aller aussi. Il y a tes sensations. Voilà quoi. C'est un métier artisanal quoi. Jusqu'à récemment, Yuko faisait à Tokyo un travail administratif qui l'ennuyait à mourir. Ici, elle espère enfin réaliser son rêve. Je veux ouvrir une boulangerie près du terrain agricole familial. L'atmosphère y sera sympathique, les gens pourraient boire un café, manger un bout de pain en discutant tranquillement. Mais la boulange, ça se mérite. Il faut trimer, respecter les délais, gérer de grosses commandes dans l'urgence et tenir ses comptes méticuleusement. Beaucoup de gens qui se reconvertissent dans le métier pensent arriver en boulangerie dans un métier relativement tranquille, relativement sain, porteur de valeurs, etc. Et notre job à l'école est effectivement d'essayer de garder cette part de rêve en fait, dans le projet des gens, puisque c'est un moteur, en fait, le rêve, c'est un moteur qui va les faire changer de vie, aller vers ce métier passion d'une certaine manière. Et en même temps, on a un devoir aussi de former les gens, de les informer sur la réalité du métier. Les étudiants sont sélectionnés selon la pertinence de leur projet professionnel. Pascal, lui, a prévu d'ouvrir sa boulangerie à Boston. Adieu le monde de la finance et ses 200 000 € par an. Quand j'ai les mains dans la farine, je suis heureux. J'ai hâte de partager mes produits avec les clients et de voir ce qui leur plaît moins et d'avoir cette relation un peu très personnelle avec le consommateur d'un produit que j'aurais fait moi-même. Cette formation coûte cher, environ 12 000 € pour 3 mois. Mais en plus de 10 ans d'existence, l'école revendique un bilan flatteur. 80% des anciens ont monté leur entreprise et aucune d'entre elles n'a fermé.